Bienvenue dans cette présentation. Je ne vous vois pas, c'est bien dommage. En tout cas, nous sommes heureux de vous présenter la session que nous devions faire pour le Summit, et que finalement nous faisons pour le Summit. Je me présente, nous sommes deux. Olivier Grimbert, moi-même, et Jérémy Simon Klein, Angélique, qui va se présenter lui-même plus tard. Alors, moi-même, je suis CTO de Proté depuis assez longtemps, auteur industriel, c'est ainsi que je me nomme parce que je me considère comme auteur tout en étant dans le monde industriel. J'ai fait beaucoup de hardware depuis que quasiment j'avais 16 ans. Ensuite, je suis passé au software, assembleur, écrire des noyaux temps réel, dans des embedded software. Ensuite, j'ai commencé à faire des bases de données en 1992 et jusqu'à maintenant en 4D. Et j'ai une particularité, c'est d'avoir beaucoup de produits à mon actif et à maintenir, donc à peu près 8 produits actifs. Sur des bases des fois très performantes, allant jusqu'à 100 clients-serveurs, et certains qui sont des produits, donc que je revends en tant qu'auteur, soit qui sont des développements sur mesure pour des trucs très précis, comme là vous allez voir la Fédération du Yoga. Avançons. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est d'abord une démonstration de deux composants faits en React. Donc je quand même précise que Jérémy est la personne qui justement fait toute la web stack, donc s'est occupé des développements React. Très puissant. Alors il a fait pas mal de composants pour le yoga, en l'occurrence il en a deux dont nous allons vous parler. Le premier qui est le Unicotize, qui est plutôt la démo wow, pour vous montrer que c'est assez top et qu'on peut faire des trucs vraiment géniaux, sans que vous, en tant que développeur 4D, vous ayez trop à développer et sans aussi que vous perdiez trop la main, c'est-à-dire vous gardez quand même une autonomie. Le Web Directories, lui, va être plus basé sur une gestion d'un annuaire pour les enseignants, et voilà, et le HDI est basé sur le deuxième. Après, nous allons faire une vue générale de comment inclure ça dans 4D. Jérémy va vous faire une présentation de React Inside. Moi, je vais revenir ensemble sur comment mettre React et 4D ensemble, et puis les questions-réponses. J'essaierai de vous entendre, mais je pense sinon vous irez sur le forum, ou vous irez sur... Oui, le forum, c'est une bonne chose. Et voilà. Et nous allons faire maintenant les démonstrations des deux plugins, enfin composants réalisés en React. Il faut savoir que le monde du yoga utilise deux sites. Donc d'abord un site académique, on va dire, qui est fait en WordPress, qui est très peu dynamique, ou en tout cas extrêmement galère, et surtout les parties dynamiques qu'ils ont mises n'ont aucun lien avec la base de données. Donc on se retrouve avec des trucs jamais maintenus, jamais à jour sur la liste des professeurs, alors qu'ils ont une base 4D très forte, fortement développée, j'entends. Alors petit à petit, comme on ne savait pas trop bien quoi faire, finalement on a commencé à mettre beaucoup de choses avec un 4D web server, et de services dans le sens des services offerts aux adhérents, aux anciens élèves de l'école, aux professeurs, etc. Enfin, les personnes qui vont se connecter a priori avec un mot de passe. Et donc, on a enlevé petit à petit tout ce qui ne servait plus dans le site académique qui était soi-disant dynamique, qui ne le devient plus du tout, avec des liens vers les pages dynamiques que l'on va retrouver sur le site de service. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux modules de démonstration, Unicotize et FNENER. Donc, l'Uni, vite fait, je ne vais pas faire la pub pour eux, ils n'en ont pas besoin. L'Uni, c'est une centaine d'associations de pratiquants, et ces associations sont réparties un peu partout en France, en Outre-mer, et les membres pratiquants payent une cotisation qui est reversée par les assos. Donc il fallait gérer tout ça qui était fait à la main. Donc le but de Unicotize, c'est de créer ou de renouveler des adhésions en ligne, par un accès privé, et c'est valider autant de fois que désiré un lettrage et envoyer votre paiement correspondant, toujours en privé. Et bien, place à la démo. Donc regardez maintenant l'exemple wow, l'exemple 1. On va aller assez vite parce que c'est juste pour vous montrer que c'est chouette. Le contexte, la fédération à travers l'Uni gère des associations qui sont là, qui comportent donc des adhérents grâce au Asper, qui elle-même donc la table NN qui va vers les personnes et vers un lettrage.
Le Asper Add est quelque chose d'important, c'est un buffer pour ne surtout jamais mettre directement des informations de coordonnées dans la table des personnes. Vous vous retrouvez avec des doublons de partout. Voilà, mais donc c'est tout pour le métier. J'ouvre les associations. Je cherche Joigny. Et voilà, qu'est-ce que j'ai? Une liste d'adhérents qui doivent payer une cotisation annuelle à la fédération, enfin à l'association, qui elle-même le renvoie à l'association, à la fédération, pardon. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? 2019-2020, c'est l'année courante, mais évidemment, il y avait des personnes avant, et des personnes encore avant. Tout ça pour dire que cette année, il faut gérer les réinscriptions, parce que ça c'est en un clic, vu que ce sont les mêmes personnes, les mêmes coordonnées et tout, et les nouvelles inscriptions, ajouter un nouveau adhérent. Pourquoi on gère le lettrage? Le lettrage nous permet de finalement faire des paiements en plusieurs fois, parce que quand c'était chez nous, dans la base de données 4D, on reçoit directement la liste des personnes avec un chèque, on sait qu'ils ont payé. Mais là, sur le site web, il faut savoir à quoi ça correspond. Donc en fait, quand on a fini de faire des inscriptions, vous voyez, là il y a des personnes en attente, 3. Quand l'association va décider d'en a assez pour payer, au début de l'année, vous voyez, ils ont entendu d'en avoir 59 avant de faire le montant, vers octobre, mais en novembre, ils en ont rajouté 5, etc. Et à ce moment-là, au moment où ils décident de payer, ça lettre tout ça avec la lettre suivante, et ça indique combien ils doivent payer pour ce lettrage-là. Voilà à quoi ça sert. Allons voir maintenant la partie web. Donc, cette partie web, on a un haut, on a un bas, et on a le milieu qui est la home page. Alors évidemment, on utilise React à fond, c'est responsive, très important, puis vous pouvez avoir des bandeaux sympas et tout. Mais allons-y pour nous connecter. Schlack, raté, c'est pas le bon, je vais le copier. Je suis connecté. Si je regarde la page mes infos personnelles, par exemple, bon, ben ça c'est du HTML très simple, fait à la main, pur. Là, mes stages, pareil, bon, en utilisant Bootstrap pour avoir des jolies listes, mais c'est du HTML de base. Par contre, ici, vous avez compris que c'était complexe, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ça ouvre le haut, le bas, c'est toujours de l'HTML de base, et tout le milieu, là, de ici jusque là, c'est un composant React fait par Jérémy, que j'appelle avec une balise route, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça gère? Donc, vous avez à gauche les anciens adhérents des 3 dernières années. Donc, vous pouvez réinscrire en un clic. Vous avez à droite les inscriptions actuelles, 81, avec des filtres et tout ça. Alors, on s'aperçoit qu'il y a déjà des noms lettrés. On peut filtrer les noms lettrés. On s'aperçoit qu'il y a bien nos 3 dont on parlait. Oui, la fédération m'a demandé de les... Ouais, bon, ben, je vais les faire. Mais alors, du coup, comme je m'en occupe, j'ai aussi Butsu que je dois inscrire. J'ai aussi Carles. Et j'ai aussi Ngirdle. Voilà. Bon, ça y est, là, j'ai tout le monde qui est là. Je ne filtre plus. Ah oui, Abluvion. Non, à Coréa, il fallait que je lui change quelque chose. Donc, je modifie sa fiche. Je m'aperçois que... Ah oui, rue Canalis de Choisy. En fait, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut enlever ça. Ouais, c'était une erreur. Et c'est tout. Je modifie. Voilà. Donc là, je vais faire plusieurs actions d'un seul coup. Je vais valider et envoyer un paiement. Pof. Ça me propose directement voilà, combien il y a de fiches concernées, le montant, je valide vraiment. Et là, le lettrage vient d'être fait, et c'est irréversible, c'est fini, super, merci. Et donc, je m'aperçois qu'en bas, j'ai bien une ligne dans le journal des lettrages, qui n'est pas encore réglée, et donc, dont je dois envoyer le paiement qui correspond. Regardons dans le site web, dans 4D, je rafraîchis, et effectivement, une ligne E est arrivée pour 96 €. Et toutes mes fiches, les 3 fiches, ah non, les 3 plus toutes les nouvelles, donc tous les E qui sont là, vous voyez, sont des fiches qui ont été lettrées E. OK? Je reviens ici. Je vais faire un nouvel adhérent. Monsieur, tiens, hier était l'anniversaire de mon fils. Il n'est jamais trop tôt pour faire du yoga. Lomé, Grimbert, tac, rue de l'Anif, 31 300,
Toulouse, c'est tout. Je rentre rien d'autre, tac, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à dire, bah, dans les nouveaux, bah, évidemment, j'ai plus que lui. Je valide, j'envoie mon paiement. Récupératif 16 €, je valide et j'ai le lettrage F qui apparaît. Super, merci. Maintenant, je regarde de nouveau dans 4D. Je rafraîchis. Le lettrage F est arrivé pour 16 €. Voilà. Et surtout, ici, est arrivé, donc pour le lettrage F, M. Grimbert-Lomé, qui est donc le petit plus jaune, veut dire que ça passe pas par la fiche personne. Les autres, vous voyez, vont directement en Grifter. J'ouvre sa fiche de personne. Grifter digital, avec son adresse, ses coordonnées, tout ça. Mais, quand je vais dans Grimbert-Lomé, j'ouvre une fiche intermédiaire qui me montre toutes les fiches dans la base qui correspondraient à la même date de naissance, le même email, très pratique, etc. Et le même nom. Voilà. Alors quand je clique dessus, je m'aperçois que j'ai trouvé tout pareil, sauf la rue de la Nif. Donc c'est bon, c'est que c'est la même. Donc je lis à la personne, oui. Et je peux dire en plus, maintenant que c'est lié, que en plus, je vais aussi mettre à jour la personne liée parce qu'elle est la rue de of birthday. Voilà. Donc non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mettre à jour la personne liée, oui. Maintenant, je supprime ce buffer. Oui. Voilà. Et la fiche des deux nouveaux devenue clean. Même principe pour la fiche qu'on a modifiée tout à l'heure, où on avait rue de Cassanandis, et dans l'original, on avait Cassanandis de Choisy. Voilà, donc ce que je peux faire, c'est mettre à jour la personne liée pour le champ qui est différent. Oui. Et supprimer la fiche. Oui. Voilà. Voilà. C'est bon. On a vu. Le FNENER. La FNE est la Fédération nationale des enseignants du yoga. C'est donc en fait une fédération, 9 écoles françaises de yoga où sont entraînés les futurs professeurs et un répertoire. On leur propose, une fois qu'ils sont devenus professeurs compétents, on leur propose de mettre un répertoire en ligne pour indiquer où est-ce qu'ils enseignent. Donc après faire des recherches par département et par zone. Pour cela, avant c'était en papier, donc c'était très très compliqué, parce qu'on saisissait, il y avait des fautes de frappe, de relecture, enfin ça posait beaucoup de problèmes et ça prenait beaucoup de temps. Donc le but de FNENER est de créer ou modifier des lieux de pratique online, de chercher pour des enseignants par zone ou par nom, partie publique. Eh bien, allons-y, la démo. Démonstration numéro 2 qui, elle, est plus ce que vous allez retrouver dans le How Do I, donc qui est plus simple. Pour cela, vous connaissez maintenant le chemin. Allons voir les relations. Depuis les personnes, ce sont le pair annuaire. Donc le pair annuaire, vous voyez, c'est simple, c'est une table seule, liée aux personnes, point. C'est tout, il n'y a pas de plus complexe que ça. Par contre, on va retrouver quand même un GRC département, qui est une table aussi seule, qui, elle, va comporter juste toutes les zones dont on peut avoir besoin pour des recherches. Vous voyez, soit des par pays, soit par arrondissement, enfin le début de code postal, département, pardon. Vous retrouvez donc avec, a priori, tous les départements de France. Ok, donc on va regarder ce qui se passe du côté personne. Rockel Ayageratom. Cette personne, donc, on est sur l'onglet annuaire, qui est ici. On s'aperçoit qu'elle a donc 1, 2, 3, 4, 5 fiches d'annuaire. C'est-à-dire que cette personne enseigne dans 5 endroits, chaque fiche correspondant à un lieu. Donc Asnières, Pantin, voilà, on va ouvrir la première. Et voilà donc, ce qui avant se faisait par du papier manuscrit, reçu par les secrétariats, qui devaient ressaisir, difficulté à lire l'écriture manuscrite, les fautes de frappe, enfin, sur un lieu, enfin, c'était très pénible. Et ça leur demandait un temps fou. Et c'est un service rendu juste aux enseignants diplômés par l'école. Donc en fait, vous voyez, c'est juste une adresse d'un lieu et une zone d'information en texte libre stylé. Donc il fallait mettre ça sur le web. Alors, on a aussi une indication de... nous, on peut refuser ou mettre en attente, vous voyez, certaines fiches, que eux ne pourront pas changer. Par contre, le statut web, ils peuvent le changer aussi, décider de ne plus publier et de le remettre en route plus tard. Voilà ce qu'il faut faire, le cahier des charges. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi quand on va, la recherche qu'on aura sur le web correspondra, si on ouvrait directement, pas depuis les personnes, mais depuis, n'importe quoi, depuis les annuaires, donc toutes les fiches en vrac,
voyez, voilà, ce menu des départements qui est populé directement par la table que vous avez vue tout à l'heure. Morbihan, je me retrouve bien avec mon roc Ageratom. Ageratom, elle a bien, effectivement, une fiche ici qu'on a déjà vue d'ailleurs. Voilà. Et ainsi que d'autres personnes. Ok, donc passons maintenant sur la partie web. C'est très simple. Je me reconnecte. Geratom. Et voilà. Donc là, je suis sur la partie, vous voyez, c'est plus une association, c'est détecter que c'est une personne. Donc pareil, je vais me retrouver que, truc tout bête, mes infos personnelles sont encore du HTML de base, pur. Par contre, ma fiche annuaire, là, ça devenait un peu plus complexe. Donc vous allez retrouver j'ai oublié de dire, deux composants React. Le premier, donc, concernant la gestion de la partie privée, et le deuxième, la gestion de la partie publique. Donc là, on est encore dans une page HTML de base, avec juste une liste, donc faite à la main. Mais, dès que je vais, par exemple, double-cliquer sur Morbihan, enfin, cliquer, pardon, je me retrouve donc dans la fiche React, à partir d'ici, visibilité du lieu, jusqu'à enregistrer. Toujours fait par Jérémy. Bon, celle-là, vous voyez, très simple. En fait, une série de champs avec des pop-up, publiés, non publiés, on l'a vu, des adresses, téléphones. Ça, c'est un tableau qu'on lui passe, donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Si vous rajoutez des éléments dans le tableau, vous verrez dans le code, ça, vous pouvez mettre Web 1, Web 2, enfin, etc. Avec un label. C'est générique. Par contre, ici, ben, vous vous retrouvez avec le zone adresse et une zone TinyMCE. Voilà, c'est tout. Donc, test pour démo. Je rajoute encore. J'enregistre. Voilà. Et là, l'année a été modifiée. Si je vais dans ma personne, j'aurais pas dû fermer Rokel, voilà, Ageratom. Vous verrez que dans l'annuaire, maintenant, dans le Morbihan, encore, c'est rajouté. Voilà, c'est en prise directe. Je n'ai pas trop de problème de sécurité. Ensuite, je reviens en arrière, je peux aussi ajouter une fiche. Donc là, c'est la même chose, mais vide. Hein, donc vous verrez comment c'est fait pour récupérer cette partie dynamique. L'ID est à 0. Hein. Voilà, et voilà, c'est ça, c'est pour la partie privée. Maintenant, on peut regarder la partie publique, pour même bien montrer que c'est public. Vous voyez, c'est ici, annuaire FNE. Ben, je vais me déconnecter, annuaire FNE est toujours là. Donc, je vais dessus, là j'ai encore une deuxième zone React, un nouveau plugin, pareil, qui s'appelle avec route. Et j'ai dedans, alors 56 pour le Morbihan, voilà. Je recherche, et voilà, et je vais retrouver toutes les personnes qui donnent des annuaires, enfin qui ont des annuaires dans le Morbihan, et je retrouve évidemment mon roc tout à la fin, donc je peux ouvrir et je vois sa fiche, comme je peux prendre celui qui est à Vannes, centre socio-culturel avec un téléphone, et voilà, je crois que vous avez tout vu. Téléphone, email et toutes ces choses-là, voilà, c'est tout. On peut choisir aussi évidemment par le nom, j'ai oublié de vous le dire, mais ça j'en avais déjà parlé. Si je mets roc, je peux même effacer la zone, de toute façon, j'en ai qu'un. Ah non. Ah oui, bah oui, je retrouve tous les rocs qui sont aussi à Asnières, à Pantin, etc. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez, l'exemple numéro 2, qui est beaucoup plus simple, et justement dont le code va être fourni. Alors, maintenant que vous avez vu les deux démonstrations, vous avez un How Do I qui est fourni avec la clé, qui en fait s'appelle Yoga Directories HDI, qui est le FNEnuaire réécrit en OG-Tool HDU, c'est-à-dire il y a un outil, un composant un How Do I sur un de mes composants, qui en fait retravaillé a permis de faire ce FNEnuaire assez rapidement, et vous verrez qu'il y a une table des enseignants, c'est ceux qui ont des annuaires, donc il faut se connecter au site web, dans le cadre de cette démo, très simple, le user, vous devez taper le nom du prof que vous voyez dans la fiche, tel qu'il est, et vous tapez comme password l'ID que vous voyez en bas à gauche de la fiche. C'est tout. Donc vous voyez, on a fait simple, hein. On n'a pas géré de fiches d'utilisateur, etc., enfin, de mots de passe et tout ça. Les directories, c'est les entrées qui sont de répertoire, justement. Donc vous ajoutez dans 4D, cela apparaît dans le site, et vice-versa. C'est tout ce que vous venez de voir.
C'est la seule chose à savoir pour pouvoir l'utiliser, on va dire. Après, je vous laisse regarder. Maintenant, 4D à l'intérieur. Déjà, je vais vous parler du framework qui me paraît très important, parce que c'est un peu lié aux composants, et c'est lié à tout ce qui est l'écriture bas niveau. C'est un refresh, mais c'est utile. Alors, d'autant plus que React lui-même, c'est une programmation basée sur la notion de composant. La solution sans framework, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que vous écrivez votre chose complexe une fois, puis quand vous devez en refaire une, il faut réécrire tout. D'où l'intérêt, c'est de se dire, je vais descendre la complexité le plus bas possible. Et franchement, les composants, c'est top. C'est vraiment quelque chose qui permet de mettre votre esprit disponible dans cette façon de faire. Là, vous êtes obligé de réfléchir à comment vous allez couper, qu'est-ce que vous allez mettre comme wrapper pour pouvoir utiliser cette complexité. Donc moi, ça m'aide. Et surtout, vos bases de données deviennent de plus en plus pures. Et ça vous permet par la suite, maintenant, de construire sur cet héros générique qui obtient des composants divers et autres, et dans la couche métier réellement, de créer, vous voyez, là, c'est tous les produits que je maintiens. Donc il y a un peu de tout, il y a des bases de données pour les écoles de musique, les ensembles, les orchestres, la fédération du yoga, pour Montblanc, un stylo qui écrivait sur un mur, donc gérer les fichiers de drawing, les praticiens d'ostéopathie, etc. Donc c'est quoi? C'est un jeu de composants structurels cohérents, ça je ne fais que relire, ça crée les fondations, c'est important, c'est quelque chose qui fait que vous allez avoir une régularité dans vos bases et une facilité de mise à jour. Parce que, vous voyez, faire des mises à jour d'un 4D à l'autre, vous changez dans le composant, pouf, bon, sauf si vous changez les wrappers, mais ça arrive. Ça modèle l'architecture applicative, et même l'utilisateur le ressent, par une espèce de régularité qui le rassure. Caractérisé par quoi? Son caractère générique, faiblement spécialisé, effectivement, on essaye de faire le plus large possible, même si des fois on fait quelque chose de spécifique, ça peut arriver, et ce qu'il impose, qui guide donc l'architecture aussi. Moi, je suis un fan. 4D à l'intérieur, donc comment allons-nous faire? Le web server, lui, à la base de données, 4D sert les pages, et on a le mode contextuel qui est très pratique, vous verrez pourquoi, et 4D sert de squelette de page web, vers le front, sur lequel on veut mettre du React. Donc moi, ce que j'ai fait, vous verrez dans le How do I, je mets toujours une page dédiée qui est un head.html qui contient le header, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est avant le body, vous voyez, et qui n'est pas fermé, ce qui me permet après dans le top, qui lui gère la partie du bandeau qu'on verra en haut de toutes les pages, qui est le même, donc la navigation. Ensuite, vous allez avoir tout en bas le footer, donc pareil, qui est dans une page séparée, qui ferme le HTML, et au milieu, vous avez le home HTML, qui inclut le head, qui ferme le head, qui rentre dans le body, qui inclut le top, il y a le body, et après vous incluez le footer. Voilà, donc vous n'avez plus qu'une page à appeler, qui est le home par exemple. 4D, qu'est-ce qu'on a fait? On gère l'arborescence, donc moi je reste autonome. C'est-à-dire que Jérémy, ou votre développeur React, ne va pas vous bloquer s'il n'est pas libre, ou pour X raison. Vous gérez l'arborescence, c'est un composant, dans la page. Donc 4D va gérer les pages et la navigation, les squelettes. L'avantage, ça vous libère du développeur, je viens de le dire, et React vu comme un composant. Bon. Donc par exemple, si on regardait le Modify Record d'un des éléments, vous verrez que dedans vous avez toujours votre header, en haut vous avez ce qui permet d'appeler le composant React, donc vous voyez le link React Directory Static CSS, donc le CSS en haut pour le style sheet, avec on verra plus tard comment on le renseigne. Vous avez dans le body tout simplement une div avec un ID root, vous voyez c'est simple, c'est ça qui va appeler React. Et en bas, quelque part, il va falloir indiquer que vous avez du JavaScript et où est-ce qu'il est dans votre paquet React. L'avantage d'être en mode contextuel, c'est que vous allez pouvoir, quand vous allez fournir le squelette 4D, charger l'enregistrement prévu. C'est très important parce que si les HTTP GET et les HTTP POST des API sont faits sans cela, c'est pas très simple de mettre une protection, il faut des mots de passe et tout. En tout cas, c'est béton. Parce que, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simplement dans le GET et le POST, vous allez vérifier que l'ID de l'URL que vous demandez, vous n'allez pas charger la fiche, vous allez vérifier qu'elle est déjà chargée.
Et ça, c'est une sécurité énorme. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le même navigateur où se passe le HTTP GET, c'est mort. Vous n'aurez pas les données. Au niveau public, donc vous allez avoir un API vDirectories et au niveau privé, un API vDirectory et Directory Update. C'est-à-dire que vous allez avoir un get et un post, alors que l'autre, c'est le composant qu'on a vu, qui justement demande, vous voyez, toutes les informations de lieu des enseignants. Alors bonjour à tous, donc on va maintenant passer à la partie qui explique React. Alors je vais commencer peut-être d'abord par me présenter. Donc je suis Jérémy Simon Klein-Angéli, je suis le président et cofondateur de JS & Co, qui est une association toulousaine qui fait se rencontrer des développeurs et des entrepreneurs. Le but, tout simplement, c'est pour diffuser les bons usages sur le web, former sur les nouvelles technologies et surtout vulgariser au niveau des entreprises tout ce qui se passe au niveau du développement et inversement vulgariser l'entrepreneuriat pour les développeurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et fonder leur propre société. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous contacter en allant sur jsnco.fr. Voilà. À côté de ça, je suis également développeur freelance, donc c'est comme ça que je connais Olivier, qu'on a développé ensemble. Donc je pense que maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter ce qu'est React. Alors React, c'est une technologie qui a été développée en 2009 par Facebook. Alors la problématique qu'il y avait derrière son développement, c'est tout simplement qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de frameworks qui permettaient de développer le côté front des sites internet, donc la partie client, de manière rapide et efficace. Il y avait Angular qui en était à ses balbutiements. Le problème d'Angular, c'est que c'était un framework développé par Google et concrètement, Facebook se voyait mal utiliser un framework développé par un concurrent et surtout ils avaient envie de changer le paradigme, c'est-à-dire que le paradigme MVC pour Model View Controller qu'il y avait sur Angular correspondait pas forcément avec la manière de développer des développeurs de Facebook. Donc ils se sont dit pourquoi on ne développerait pas notre propre framework, histoire déjà d'asseoir notre expertise technologique et surtout histoire de mettre en place le paradigme composant auquel les développeurs pensaient énormément à l'époque chez Facebook. Donc on va revenir sur le paradigme composant juste après, vous le verrez. Donc déjà, clarifions les choses, React est un framework JavaScript côté client et uniquement JavaScript, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de HTML. Alors on va en manipuler en fait via le framework, via le développement des composants, mais c'est un framework JavaScript. Qu'est-ce que ça apporte en fait comme avantage? C'est tout simplement de pouvoir utiliser tout ce qu'on va avoir côté Node.js également avec NPM, c'est-à-dire que le JavaScript actuel, le JavaScript moderne, ES6 notamment, se base sur NPM, qui est le Node Package Manager, et qui permet en fait d'aller récupérer des paquets, des morceaux de code, directement sur des repositories en ligne, comme des repositories Git, et vous allez pouvoir installer en local, et donc éviter de recoder la roue. Par exemple, vous prenez n'importe quel site internet, on va pouvoir le décomposer en plusieurs fonctionnalités, comme par exemple un système utilisateur, le design, le CSS, la gestion de la base de données, la sécurité, etc. Et vous allez retrouver en fait ces fonctionnalités partout. Donc c'est Ryan Linhart Dahl qui a inventé en fait ce système en 2007, qui s'est dit mais pourquoi redévelopper à chaque fois ces fonctionnalités alors qu'on pourrait très bien les développer une seule fois, les partager et en plus les améliorer pour qu'elles soient encore plus partagées après. Donc NPM va permettre de diviser toutes ces fonctionnalités, que ça soit côté client, côté base de données ou côté serveur, et pouvoir ensuite aller les chercher pour les intégrer à vos propres projets et ainsi de pas redévelopper ce qui a déjà été fait par d'autres développeurs qui ont peut-être même plus d'expertise que la vôtre. Alors, ce qu'il y a de pratique également, c'est qu'en une commande, vous allez pouvoir récupérer ces paquets. Donc, par exemple, en faisant un npm install moment, vous allez pouvoir chercher le paquet moment qui permet de manipuler des dates, des heures, etc., des timestamps. Vous allez pouvoir récupérer des paquets comme rack-router-dom qui permet de faire du routing de composants React en fonction de ce qui se passe dans le navigateur. Vous allez pouvoir récupérer Semantic UI React qui permet de gérer des librairies graphiques, enfin la librairie Semantic UI mais sous format de composants React, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, ça permet d'éviter le redéploiement et le redéveloppement en fait de fonctionnalités qui ont déjà été créées par d'autres développeurs dans le monde.
Alors, un autre point également à éclaircir, on va voir comment une plateforme web est conçue. Donc, elle est toujours conçue en 3 tiers en général, on peut la décomposer telle quelle. Le front, pour la partie côté client, côté navigateur, le back pour la partie logique métier côté serveur, et la database, donc qui en théorie, dans une bonne conception de plateforme web, est toujours déportée sur un service extérieur, déjà pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de scalabilité, si jamais vous avez besoin de dupliquer, faire du load balancing, etc. Et ensuite, on a la ligne d'API, donc qui est une ligne virtuelle, qui permet de définir les limites en fait entre le back et les autres éléments, le front et la base de données. Donc, nous, on va concevoir React comme étant un framework côté client, donc côté front, à l'extérieur en fait, de notre logique métier et de notre logique de base de données, de gestion de base de données. Donc, dans un système bien conçu, normalement, React n'a aucune notion de ce qui peut se passer côté back-end et côté base de données. Alors, dans des systèmes comme 4D, alors il y a d'autres systèmes comme Meteor, par exemple, qui est un système JavaScript, où le front et le back sont mélangés. Donc, dans 4D, c'est également le cas. Donc on pourrait très bien développer du React directement dans le système 4D ou également déporter, donc c'est ce que nous on a fait avec Olivier, pouvoir déporter la logique back-end et base de données d'un côté et mettre une ligne d'API entre la gestion de nos composants React et de notre front avec la gestion du back-end où là il y a la logique métier qui est gérée derrière. Alors l'avantage d'avoir ce paradigme de développement et cette séparation entre le front et le back, c'est qu'on va pouvoir avoir des composants React qui sont complètement détachés du contexte. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple une barre de navigation qui pourra être utilisée dans un certain contexte, mais qui également pourra être dupliquée, réutilisée ailleurs. Donc les composants React et React en général ne sont pas dépendants du contexte d'utilisation et du contexte de développement. L'avantage de ça également, c'est qu'on va pouvoir les partager, les modifier. Donc si jamais vous récupérez des composants React open source sur le net ou via des packs NPM, vous allez pouvoir modifier leur code pour les adapter au comportement que vous souhaitez. Et surtout, vous allez pouvoir les dupliquer en interne de votre plateforme, car chaque composant React, on va le voir, a son propre cycle de vie et ses propres manipulations de données. Alors, pour mettre ça en forme, on va prendre un exemple de site internet standard, un site où il y a une barre de navigation, 2 composants de publication, donc on va dire que ce sont des publicités tout simplement, un article qui va contenir un titre et du texte, et un footer. Donc si on prend ce schéma basique de plateforme, de site internet, d'application web, on va pouvoir considérer chacun de ces éléments comme étant un composant React à part entière. C'est-à-dire que la navbar va avoir un comportement, nos éléments de publication vont avoir le même comportement en général, mais vont pouvoir afficher des données différentes, typiquement rediriger vers des URL différentes. L'article va avoir son propre comportement et le footer également. Alors, pour comprendre comment fonctionnent les données dans un composant React, on va voir avec un composant particulier. Vous avez toujours 2 types de données qui sont manipulées, c'est-à-dire le state, qui sont les données internes au composant. Ça va être les données que le composant va pouvoir manipuler lui-même par rapport à lui-même. Et ensuite, vous allez avoir les props, qui sont en gros tous les échanges avec l'extérieur. Alors, ça va pas être uniquement des données qui viennent de l'extérieur, ça va également pouvoir être des fonctions qu'on va pouvoir appeler pour envoyer des données à l'extérieur. Donc, ça va être également des canaux externes. L'avantage d'avoir ces 2 types de données, c'est que le state va pouvoir appeler l'extérieur via des props, mais les props vont également pouvoir venir modifier les données internes de notre composant, ce qui fait que notre composant va réagir, d'où le nom React, en fonction du contexte extérieur. Donc des composants vont pouvoir envoyer des props à d'autres composants qui vont réagir avec leur state et appeler d'autres props de composants. Et c'est là toute la magie en fait de React. Alors pour prendre un exemple concret, on va prendre une barre de navigation où on a un state qui contient 4 types de données, donc 4 variables, color, qui va être une string, typiquement qui définit la couleur affichée. Buttons, qui va être un tableau de string qui va définir les titres des boutons. Alors on pourra aller plus loin et dire que ce sont des objets qui contiennent le lien et le titre à afficher. On va prendre plus simple. Active button, qui est l'index du bouton qui est actif. Donc on va pouvoir modifier le CSS en fonction de cet index. Et logo icon, qui est une URL, typiquement de logo qu'on a envie d'afficher sur le côté gauche de la barre de navigation.
Alors là, on va pouvoir manipuler ces données en interne, et on pourrait également avoir des props qui viennent modifier en fonction du contexte appelant de notre composant navbar. Donc par exemple, avoir une props color qui vient surécrire, qui vient surcharger la couleur de la navbar dans le state. Avoir buttons qui vient préciser justement les textes des boutons qui sont affichés dans la navbar, et avoir par exemple une fonction qui s'appelle onButtonClick qui précise l'action à effectuer par le contexte quand on clique sur un bouton dans la navbar. On pourrait imaginer par exemple que sur onButtonClick on ait un appel de fonction qui fasse une redirection dans le navigateur, par exemple. Alors, pour entrer, on va rentrer encore un petit peu plus profondément dans React. Comment ça se retranscrit au niveau du code? Et bien tout simplement, quand vous avez un composant React, vous allez pouvoir l'appeler comme un composant HTML standard. Enfin, pardon, comme une balise HTML standard. Donc là, notre navbar pourrait être appelé tel quel navbar dans un code JSX, donc qui mélange du JavaScript et du HTML. Les props vont pouvoir être passés comme des attributs HTML. Donc là, par exemple, on pourrait envoyer color égale red, et du coup, on aurait le state qui se modifierait en fonction. Et passer par exemple onButtonClick en définissant donc entre accolades pour passer du JavaScript que c'est une fonction, donc là c'est une déclaration de fonction doSomething qui est une fonction ailleurs dans le contexte. Alors concrètement dans le code, ça se retranscrit par un import, donc dans un fichier un import de React depuis le paquet React. Donc là c'est du code spécifique JavaScript, je vous invite à regarder comment fonctionne NPM pour en savoir plus. En gros, vous chargez la définition de React depuis le paquet qui s'appelle React, ce qui va nous permettre de pouvoir créer nos composants. Et un composant React, actuellement, donc dans la nouvelle version de React, c'est ce qu'on appelle des hooks. Donc ce sont tout simplement des fonctions qui vont prendre en paramètre des props et qui vont avoir un retour qui va retourner du HTML. Donc là, notre navbar, ça va être une constante qui va retourner, donc qui va avoir une méthode render qui renvoie le HTML affiché. Par exemple ici, qui retourne une div. Mais qui pourrait également, comme ici, retourner, par exemple, un composant React Icon, qui est un autre composant, qui va retourner son propre HTML, ou un composant button, qu'on va pouvoir dupliquer ici 2 fois avec un bouton qui va avoir un comportement, un autre bouton qui va avoir un autre comportement et son propre state, auquel on pourrait très bien passer une liste de textes, de boutons qui viendraient du state de navbar, etc., etc. Donc là, vous voyez toute la magie en fait de React, tout son intérêt, c'est de pouvoir créer des composants qu'on va pouvoir imbriquer dans d'autres composants, etc., et de créer une architecture en fait de pages et une imbrication de composants qui vont pouvoir interagir entre eux. Alors, comment mettre ça en place concrètement sur un projet 4D? Alors, on s'est servi de Create React App, qui est un paquet NPM officiel de Facebook et qui permet en fait de faire des storybooks, donc en gros de créer des contextes de développement de composants React avec l'intégralité de ce qu'il faut pour que le composant tourne. Donc ça, c'est développé par Facebook. Vous pouvez l'installer sur vos architectures avec npm install create react app et ça va venir charger en fait l'intégralité des paquets nécessaires pour le bon développement et pour la bonne mise en place d'un projet React. Alors, il faut quand même préciser que c'est un paquet qui est assez lourd, donc vous allez pouvoir vous retrouver avec plusieurs mégas de composants, mais une fois qu'il est chargé, en faisant un npm install -- global pour l'installer sur toute votre machine, vous pouvez l'utiliser, comme il n'arrivait pas à recharger bien sûr tous les paquets. L'avantage c'est qu'avec ça, avec ce paquet, une fois que vous l'avez téléchargé, il n'y a plus de souci, vous pouvez développer en toute tranquillité, sachant que dès qu'un paquet ne sera plus à jour, automatiquement NPM le remettra à jour si vous faites un npm update. Alors, le Create React App, quand vous l'installez, une fois qu'il se lance, en fait, vous allez donc pouvoir créer un nouveau projet et ça va créer plusieurs fichiers. Donc, il y en a 2 principaux, le index.js qui va contenir la logique JavaScript et le index.html qui va contenir la logique HTML. Donc dans notre index.js, vous allez avoir React DOM qui est un autre paquet NPM qui va permettre d'afficher un composant React sur une balise du HTML. Donc là, typiquement, vous voyez React DOM render app, ça va demander d'afficher le composant app dans la balise qui a l'ID root dans votre fichier HTML. Et dans votre fichier HTML, vous allez pouvoir avoir donc un body logique et une div avec une ID root dans laquelle votre index.js va venir intégrer le composant app qui lui va appeler sa méthode render
et qui, elle, du coup, va retourner le HTML à faire, qui va pouvoir retourner d'autres composants React, etc., qui vont appeler leur méthode render jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de composants autres à afficher, à imbriquer. Alors, dans le composant app.js, qu'on a déployé avec Olivier dans l'application 4D pour le yoga. Donc on a, alors là c'est une ancienne manière de développer un composant React, c'est une autre manière de le développer qui est toujours actuelle, mais que vous pourrez voir autre que les hooks. Donc là c'est une extension de class component, donc la class component qui vient du paquet React, et dans laquelle vous allez avoir un state, donc qui contient directory, donc c'est les données internes du composant, directory qui est l'annuaire qu'on va devoir modifier, et ready qui nous dit juste si l'annuaire est déjà récupéré depuis une API ou pas. Donc là, souvenez-vous, on avait le côté front avec React, donc là on est vraiment côté front uniquement, et on ne sait pas ce qui se passe du côté du back-end, du côté du serveur 4D. Donc on sait juste qu'on va devoir aller appeler ce serveur 4D pour récupérer des données, et les manipuler grâce à notre composant React. Donc là, notre composant app va charger le state, en fait son state, donc là c'est ce qu'on appelle une méthode de cycle de vie, component will mount, qui dit quand le composant va être sur le point de s'afficher dans le DOM, donc avant qu'il s'affiche dans le DOM, fait un appel d'API, donc via une fonction qu'on a développée qui s'appelle API call, qui va demander à l'API, donc 4D, de récupérer les directories et de les insérer dans le state en question. Donc là, dans le state de app, on dit va récupérer le directory en général et ensuite fait un set state, donc va modifier ton state pour mettre à jour le directory tout simplement et dire que ready est à true, qu'on a bien récupéré le directory et qu'on peut afficher le composant. Donc pour vous montrer rapidement ce qui se passe dans API call, c'est une simple fonction qui prend un paramètre, une URL, un ID potentiel, une méthode d'appel et un verbe. Et donc on va créer donc une URL, on va compiler une URL et on va faire un fetch en JavaScript qui est l'équivalent d'un appel curl, si vous connaissez curl, avec l'URL. Les credentials same origin, donc ça c'est une partie sécurité qui sera sûrement traitée par Olivier. Je vous invite à revenir vers nous si jamais vous avez des questions là-dessus. Bien sûr, je laisse le code à disposition avec la présentation, bien évidemment. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus. En gros, ce fetch va être retourné. En gros, on va retourner le JSON via un zen. Donc là, c'est des appels asynchrones qui sont spécifiques à JavaScript. En gros, via le zen, on lui dit une fois que le fetch a retourné des réponses, prends-le, met le format des réponses au format JSON et renvoie ces données à l'appelant. Donc là, on récupère dans data les données JSON qui viennent de l'API, donc du directory. Et dans notre fonction render, on va pouvoir lui dire affiche, donc récupère le directory et le ready qui viennent du state. Parce que si jamais ces données sont modifiées, le composant React va réagir et se réafficher. Ça a tout l'avantage de React. Et on lui dit retourne-nous donc un composant main container qui peut être une div par exemple. Et si jamais ready est vrai, donc là c'est un ternaire où on dit si ready est vrai, alors affiche directory form qui est un composant React dans lequel on va passer directory qui vient du state, donc qui est le directory, l'annuaire qu'on a récupéré. Donc là vous voyez on envoie des données à ce composant directory form qui est un formulaire qui va nous permettre de modifier l'annuaire. Et onSubmitForm, donc ça va être la fonction qu'on va devoir appeler quand on soumet le formulaire. Concrètement, ça va être un API call avec une méthode post pour renvoyer les données du directory qu'on aura modifié dans le serveur 4D. Et donc là, handleSubmit, c'est une déclaration de fonction qu'on aurait dans un composant au-dessus, typiquement app.js. Donc là, il n'a pas été rajouté ou montré pour éviter d'avoir beaucoup de code à afficher. Alors, une fois qu'on a codé tout ça, donc on a un fichier index.js, un fichier directoryform.js, bien sûr, pour séparer les déclarations des composants React, un fichier index.html, un fichier, imaginons, index.css. On va pouvoir lancer la commande npm build, qui va demander au paquet create React app de compiler tous les fichiers que nous avons créés, donc app.js, index.js, index.css et directoryform, et de les compiler en deux fichiers minifiés, main.js et main.css, qu'on va pouvoir compressé dans un format tar.gz ou un format zip, et vous allez pouvoir vous partager librement. Sachant que ces deux fichiers-là, c'est ce qu'on a fait avec Olivier, vont pouvoir être intégrés dans votre HTML d'application 4D, ce qui fait que vous aurez des composants React qui vont venir s'afficher dans n'importe quelle la première balise route que vous allez afficher dans votre index.html. Et donc ainsi vous avez un composant React qui fonctionne
dans une application 4D, en tout cas dans la partie cliente d'une application 4D et qui va pouvoir faire des appels d'API. Voilà, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, je reste à disposition et je pense que mes coordonnées seront présentées en fin de cette présentation. Excusez-moi pour le son et la lumière, confinement oblige. Je souhaite une très bonne continuation et je laisse la parole à Olivier. Bonne continuation. Merci Jérémy. Super. Maintenant, regardons comment brancher ensemble 4D et React. Un peu plus en détail. C'est pas long. Alors, comment faire des API calls depuis React? Ce qu'a commencé à vous montrer Jérémy, c'est de faire donc un fetch d'URL, mais en ajoutant un credential same origin. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui permet à 4D de bien lui préciser, de garder ce call qui est fait en JavaScript dans le même contexte que la page HTML du navigateur. Donc, ça va vous éviter tout simplement d'être hors contexte, et donc ça va vous permettre de tester. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, tout simplement, au moment où vous allez recevoir votre API, vous allez avoir, il a été prévu vous voyez, un booléen isAPIs open. Pourquoi? C'est que si on veut faire des tests, vous voyez, de mettre au point le composant pour l'améliorer, etc., et on veut accéder aux API du serveur de développement, à ce moment-là, on les a fermés, nous, c'est-à-dire que vous allez voir pourquoi. Donc quand on les ouvre, tout simplement, on peut y accéder sans, on débranche en fait cette sécurité. Donc quand on débranche la sécurité, vous voyez, dans l'API, j'ai une URL où dedans il y a un ID qui est indiqué, ID égale 3812. Et ce que fait quand c'est ouvert, ce que ça fait, c'est que dans 4D, vous allez faire un query de la table, vous allez vérifier que l'ID de votre table, que je mets toujours dans le champ 1, donc ça c'est générique, correspond au record ID qui est envoyé dans l'URL, et donc vous allez le charger, et vous allez vérifier que vous avez bien trouvé quelque chose, c'est différent de 0. Par contre, si vous n'avez pas ouvert les API, c'est en fait le navigateur dans lequel vous êtes censé être, qui est censé avoir déjà chargé l'enregistrement. Et donc, comme c'est contextuel, l'enregistrement est toujours là quand vous revenez. Donc vous avez juste à vérifier, est-ce que mon ID de ma table est égal à l'ID que je demande dans l'API. Alors ça, c'est béton comme sécurité. Il y en a d'autres qui ont été mises dedans, mais voilà, ça c'est béton. Donc l'enregistrement soit va être rechargé, si vous ouvrez les API, soit on va vérifier que le call est fait dans le même contexte que la page web. Ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus pourquoi on a mis un booléen, parce qu'a priori il est tout le temps vrai. Voilà, mais bon, c'est pour permettre en fait à ce que les appels viennent d'une autre origine que votre 4D. La machine de 4D, mais que ça puisse venir d'ailleurs, ce qui est quand même un peu le minimum. Donc, comment installer votre composant après le build? Vous vous retrouvez qu'un zip. En l'occurrence, nous, on a deux zips. Bon, on va regarder pour un. C'est le second, la directory. Pour qu'on veut les mettre là-dedans. Donc, en fait, déjà, on va le dézipper et on va le mettre dans React. Enfin, ce que vous voulez, mais c'est ce qu'on a mis dans le lien, vous savez, de l'appel du JSON et de la feuille de style. C'est tout ce qu'on doit faire. Donc, déjà, dans le Modify Record, donc dans votre page HTML, vous devez mettre votre balise route. Première chose. Ensuite, vous avez un fichier main à CSS dans le CSS et un fichier main dans le JavaScript. C'est très important de reporter ces noms, vous voyez, qui vont... Alors, pour le CSS, pour le style sheet, vous allez reporter ce chiffre uniquement si vous avez modifié votre style sheet, sinon il ne changera pas, c'est pas la peine, on vérifie, mais c'est pas la peine. Par contre, le JavaScript, lui, va changer à chaque release, donc il va changer à chaque release, donc il faut vraiment le changer à chaque fois. Ça sert à un truc très bête, c'est que le navigateur qui a des caches ne se retrouve pas à lancer des vieux JavaScript ou des vieilles feuilles de style, et vous ne comprenez pas ce qui se passe, et vous arrachez les cheveux, surtout quand vous faites une mise à jour chez les utilisateurs. Ah, c'est le pire. Voilà pourquoi ce numéro change tout le temps. Et donc, il suffit de le mettre à jour dans vos deux pages. Et ben voilà. On va se retrouver sur les forums, je pense, maintenant. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça va en aider beaucoup de vous et que nous aurons plein de petites questions et réponses ou même support pour nous dire que c'était génial, bien, pas terrible. Vraiment, on serait ravis d'avoir des informations. Et vous pouvez donc nous joindre aussi directement sur, pour moi c'est un email et pour Jérémy c'est autre chose, parce que voilà.
Et bonne posture. Continuons, on est bientôt libre. Merci.